bonsoir. Merci d'être présent aux rencontres transdisciplinaires du Centre du Vivant dans la série Les Battements du Temps. Et c'est un plaisir ce soir de recevoir Hubert Krivine, qui est physicien, qui a écrit un très beau livre il y a quelques années, La Terre des mythes au savoir, et puis qui vient d'écrire un petit traité de hasardologie, et qui va donc nous parler du hasard, des rapports entre le hasard et le temps. Merci d'être avec nous. À vous. Bon, je ne sais pas si après m'avoir entendu pendant presque une heure, vous auriez envie de remercier Jean-Claude Amezen pour m'avoir invité ici. Mais moi, je veux le faire parce que grâce à cette invitation, j'ai eu l'occasion de réfléchir à nouveau sur ce que j'avais déjà écrit dans mon petit traité de hasardologie. Je laisserai les méchantes langues dire mieux vaut tard que jamais. Alors, en principe, un bon exposé ne doit pas introduire trop de faits inconnus des auditeurs, parce que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre et ça effleure à peine le cerveau. Il doit au contraire tabler sur ce que les gens savent déjà et établir entre les connaissances des gens des liens nouveaux. Et là, on a le sentiment qu'on a appris quelque chose et on retient quelque chose. Bon. Mais sur la question du hasard, c'est difficile de supposer un socle commun. Le hasard, c'est quelque chose qui est invoqué sur des sujets aussi divers que les paris au PMU, la rencontre d'une âme sœur, le résultat des élections présidentielles, ce qui n'est pas du tout la même chose, la théorie de l'évolution, la mécanique quantique et l'issue des matchs PSG-Marseille. Je devrais donc introduire des connaissances probablement inconnues d'une partie des gens qui sont ici, parce qu'enfin, en général, les supporters du PSG ne connaissent pas bien les subtilités de l'intrication quantique, et je dois dire, et réciproquement. En ce sens, donc, ce ne sera pas un bon exposé. Il y a une autre raison. Au lieu d'éclaircir les choses, il risque de rendre un peu plus flou ce qui semblait acquis, ce qui n'est pas nécessairement négatif. De ce point de vue, certains mauvais exposés peuvent être utiles. Évidemment pas tous, ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante. Alors, hasard et temps sont des mots comme instinct et quelques autres qui sont très mal définis, qui ont plusieurs sens, et malgré ça, et peut-être même à cause de cela, ils sont d'un usage extrêmement commun et pratique. Le temps mal défini, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a eu au moins 2 exposés ici, notamment avec Klein, pour discuter du temps, de la flèche du temps. On sait qu'on peut le gagner, le perdre, le prendre, le faire passer, mais n'empêche qu'on ne sait pas bien de quoi il s'agit. Bon, mais ça, je ne reviens pas là-dessus. Et le hasard, le hasard, on dit de lui qu'il fait bien des choses, on dit aussi qu'il fait bien les choses, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et de tout événement, on dira assez facilement que c'est pas par hasard si, ou bien c'est par hasard si. C'est-à-dire qu'il est donc traité à la fois comme cause et absence de cause. Je vais vous répéter cet aphorisme bien connu qui traîne partout de saint Augustin. Alors vous observerez qu'il est signé par 2 auteurs, dont l'un est quand même plus connu que l'autre. Mais c'est un plagiat, c'est-à-dire saint Augustin, comme vous le savez, a écrit « Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais. Si on me le demande et que je veux l'expliquer, je ne sais plus. » J'ai ajouté ma patte à moi. Qu'est-ce que le hasard ? Ça marche très bien aussi pour ça. Alors vous avez aussi une citation de Jean Baudrillard, qui est très littéraire, très concentrée, qui est pas mal. Le hasard, c'est le purgatoire de la causalité. Bon. Et puis quelque chose de beaucoup plus profond, d'Albert Jacquard, qui me plaît en fait beaucoup. Le hasard est le sujet du verbe choisir lorsque ce sujet est inconnu ou inconnaissable ou même peut-être inexistant. C'est pas mal ça. Inconnu, bon c'est banal, on ne sait pas. Inconnaissable, on ne peut pas le savoir. Il y a quelque chose mais on ne peut pas le savoir. Et inexistant, bon c'est une coïncidence, c'est comme il y en a beaucoup. Bon. Alors, le hasard, c'est généralement associé au désordre et à ce qu'on ne peut pas prévoir. Donc ce qu'on va essayer d'examiner, c'est son rapport avec le temps.
Alors d'abord, je vais faire une première remarque, c'est qu'il y a une très très mauvaise intuition du hasard et des probabilités dans la vie courante, et même dans la vie de gens qui sont des intellectuels. J'ai testé deux choses que je vais vous montrer avec des étudiants de l'école normale de Cachan, qui sont des gens qui ont le niveau bac. Eh bien, ça ne marchait pas. Alors, je vais vous donner l'exemple. Euh, Bon, je ne sais pas si ça marche, hein. Voilà. Alors, vous voyez la photo d'Élisabeth Tessier. Élisabeth Tessier, c'est une des astrologues les plus connues en France et certainement la plus titrée, puisqu'elle est docteure de l'université. Le texte est d'elle, pas le titre en tête, évidemment. Et puis la phrase en bleu est de moi, bien entendu, mais le reste est d'elle. C'est dans sa thèse. Alors, il faut préciser que leur conclusion, celle des opposants à l'astrologie, consistait à dire que les ressources prévisionnelles de l'astrologie ne dépassaient pas le hasard, à savoir une chance sur deux. Comme notre expérience nous avait donné des résultats très différents, environ 4 prévisions sur 5 avérées, nous n'étions pas prêtes à laisser l'astrologie malmenée. Bon. Alors j'ai posé cette question à des étudiants de Cachan et j'ai dit où est l'escroquerie? Je parle d'escroquerie intellectuelle pour l'instant seulement. Eh bien ils m'ont dit, comme ils sentaient confusément que je n'étais pas un chaud partisan de ça, ils m'ont dit oui, mais quand elle dit qu'elle a raison dans 80 cas sur 100, faudrait voir à voir. Bon, ça c'est la très mauvaise réponse. Regardez les prévisions d'Élisabeth Tessier, elle a bien raison dans 4 cas sur 5, il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, ça veut dire que l'escroquerie, elle est évidente, c'est de faire croire que quand on ne sait pas l'issue d'un événement qui a deux possibilités, il y a 50 chances pour cent. Quand vous tirez un as au dé, vous avez une chance sur 6 de le tirer, et pourtant vous pouvez le tirer ou pas le tirer. Ce n'est pas une chance sur 2. Quand vous prenez l'avion, vous n'avez pas une chance sur 2 d'avoir un accident ou pas d'accident. Ça, c'est absurde. Donc si vous regardez les prévisions de Tessier, ben, c'est du genre... l'acteur Belmondo aura des problèmes de santé cette année. Ben, évidemment, il a 80 ans et plus, etc. Donc elle a fait que des banalités comme prévision. Par exemple, Strauss-Kahn sera président de la République. Bon, là, bon, elle s'est plantée, mais c'est pas très important. Bien. Alors, ça c'est un dessin fait par un collègue de mon bureau qui est pas mal. Vous voyez une carte ancienne qui dit « Méfiez-vous des charlatans ». Bon. Alors, la deuxième chose... Voilà. Ici, vous avez deux tirages, des tirages de 12 points, le tirage T2 et le tirage T1. Un des deux tirages a été fait par un étudiant à qui on a demandé de placer les points au hasard sur la droite. Et l'autre tirage a été fait à la machine, à qui on a demandé, si j'ose dire, de tirer 12 points au hasard. Bon, alors si on avait le temps, on ferait un référendum. Quel est le tirage humain au hasard? Est-ce que c'est T1 ou est-ce que c'est T2? Bon, évidemment, il y a un piège évident. Et la bonne réponse, c'est que T1, c'est le tirage humain, et T2, c'est le tirage de la machine. C'est un vrai tirage. On peut discuter à l'infini, qu'est-ce que c'est qu'un tirage au hasard? Je ne veux pas attaquer ce point-là. C'est un bon programme au hasard, c'est T2. Alors, vous voyez la différence. T1 semble à peu près équiréparti, et T2, il y a des grumeaux. Bon, l'explication est très simple. Quand vous demandez à un étudiant ou à n'importe qui de tirer au hasard les points, ben, il prend un point, il trace un premier point au hasard, là, celui-là par exemple, et puis le deuxième, il va le mettre un peu plus loin pour pas que ça fasse des bouchons, hein. Et puis, à chaque fois qu'il tire un point, il crée en quelque sorte une zone d'évitement pour les points suivants, pour être sûr que c'est par hasard. Hein, parce qu'il sait bien que s'il les mettait tous ensemble, ce ne serait pas par hasard. La machine, qui en principe n'a pas d'état d'âme, elle ne fait pas ça. Elle tire un point, puis elle tire l'autre n'importe où. Et voilà pourquoi, vous voyez, il y a 3 points d'abord, 1, rien. Alors, vous voyez, supposez qu'il s'agisse d'accidents d'avion. Donc les 12 terrains, vous voyez, c'est les mois de l'année. Et qu'il y a 12 accidents d'avion pendant les 12 mois de l'année. Eh bien, si les accidents d'avion ont lieu par hasard, ils auront lieu suivant T2. C'est-à-dire 3 accidents le premier mois, et ensuite pas d'accident pendant 2 mois, etc. Mais comme les gens s'imaginent que si les accidents arrivent par hasard, c'est suivant T1, et qu'ils arrivent en vérité suivant T2, ils vont dire, il y a une loi, c'est la loi des séries qui explique ça. Oui, qui n'explique absolument rien. La loi des séries n'existe pas, tout simplement. Je vous signale qu'il y a des intellectuels de réputation qui croient à la loi des séries. Bon, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas très important quand même. Bon. Alors, on va attaquer maintenant le centre de l'exposé. Le hasard à l'épreuve du temps, selon la place et la suite.
Alors, pour Laplace, philosophe, l'évocation du hasard soit réduite à portion congrue par le développement de la saine philosophie. Je vais vous donner la référence. Ce hasard-là, qu'on appelle hasard subjectif en général, est donc apparemment fonction décroissante du temps. Plus le temps augmente, moins il y a de hasard. Alors, je vous donne, si ça peut bien marcher, voilà. Je vais faire pas mal de citations, mais c'est un plaisir que de les lire, parce que c'est un très bon français en plus. Je vais citer beaucoup Laplace et beaucoup Poincaré. Tous les événements, ceux mêmes qui par leur petitesse semblent ne pas tenir aux grandes lois de la nature, en sont une suite aussi nécessaire que les révolutions du soleil. Dans l'ignorance des liens qui les unissent au système entier de l'univers, on les a fait dépendre des causes finales. Alors les causes finales, vous savez ce que c'est. C'est du type, si les fleurs sont belles et odoriférantes, c'est pour que les aviennes puissent les butiner. Derrière les causes finales, il y a une idée très divine, en quelque sorte. Bon, donc on les a fait dépendre des causes finales ou du hasard, suivant qu'ils arrivaient et se succédaient avec régularité ou sans ordre apparent. Mais ces causes imaginaires ont été successivement reculées avec les bornes de nos connaissances et disparaissent entièrement devant la saine philosophie qui ne voit en elle que l'expression de l'ignorance où nous sommes des véritables causes. C'est très joli, la saine philosophie. Bon, ça, c'est Laplace. Alors, il faut nuancer un petit peu. D'abord, les tribus primitives, au dire de Lévi-Strauss et de quelques autres, n'accordaient pas de place au hasard. Pour eux, sécheresse, inondations, épidémies, etc., étaient causées par la colère des dieux. Il y avait toujours une explication, donc c'est des gens extrêmement déterministes. Et même dans les tablettes, dans les écritures en hiéroglyphes ou dans les tableaux de cunéiforme, on n'a pas le mot hasard, il n'existe pas. Il va apparaître plus tard quand les philosophes vont développer une certaine prétention de la raison. Et on va s'apercevoir que la raison n'explique pas tout. À ce moment-là, le hasard intervient. Aristote, par exemple, a beaucoup écrit sur le hasard, mais ça intervient plus tard. L'autre remarque que je ferai, c'est que Laplace n'est pas un déterministe naïf ou primitif comme on le croit. Il ne faut pas oublier que cette phrase est extraite d'un livre sur les probabilités qui, pour lui, sont en partie relatives à notre ignorance et en partie à nos connaissances. Il savait bien qu'il n'y aurait pas cet esprit, ce super esprit qui pourrait tout trouver. Mais enfin, quand même, bref, la science en Europe, à partir de la Renaissance, va se construire contre le hasard. Ce sera le triomphe au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle de la mécanique rationnelle, puis de l'électromagnétisme. Alors le premier coup de canif à cette construction-là va apparaître à la fin du XIXe siècle par un monsieur qui s'appelle Boltzmann et qui va développer ce qu'on appelle la mécanique statistique. Dans cette théorie, le hasard devient partie constituante de la théorie. Ce n'est pas une petite affaire, ça. Alors, je vais vous donner une citation de Poincaré, qui dit presque le contraire. Il dit « c'est grâce au hasard, c'est-à-dire grâce à notre ignorance, que nous pouvons conclure. Et si le mot hasard est tout simplement synonyme d'ignorance, qu'est-ce que ça veut dire? Faut-il traduire comme il suit? Vous me demandez de vous prédire des phénomènes qui vont se produire. Si par malheur, je connaissais les lois de ce phénomène, je ne pourrais y arriver que par des calculs inextricables et je devrais renoncer à vous répondre. Mais comme j'ai la chance de les ignorer, je vais vous répondre tout de suite. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que ma réponse sera juste. » Donc le hasard est constituant de la théorie. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. J'espère qu'il n'y a pas trop de spécialistes de mécanique statistique ici, parce que je vais faire un cours de mécanique statistique qui va durer 3 minutes. Dans la mécanique statistique de Boltzmann, on suppose que vous avez des molécules qui s'agitent dans tous les sens dans un bocal. Et Boltzmann, mais c'est très très compliqué, vous avez des milliards de molécules, il faut voir ce que ça veut dire, qui se touchent à des fractions de seconde, de millionième, bon, ça va dans tous les sens. Bon, c'est ce que dit un peu Poincaré, je ne peux pas m'en sortir de ça. Alors Boltzmann va faire une hypothèse très très simple, il va dire les molécules sont n'importe où dans l'espace, elles sont distribuées au hasard, les vitesses sont distribuées n'importe comment, pourvu que les molécules soient toutes à l'intérieur du récipient, et que l'énergie du système se conserve. Avec ces deux hypothèses-là simplement, Boltzmann va construire toute la thermodynamique. C'est impressionnant quand même. Mais donc, il a mis à la main, effectivement, je suppose que les molécules sont réparties au hasard et que les vitesses sont arbitraires.
Mais ça marche très très bien. Bon. Alors évidemment, vous comprenez bien que s'il fallait mettre en équation les milliards de molécules, théoriquement on pourrait le faire, on connaît les lois, tout ça, mais c'est hors évidemment d'atteinte. Bien. Alors voilà.